Plaque condylienne, fémur distal. Pour la fixation des fractures de la partie distale du fémur, nous nous servons de la plaque condylienne. L'angle entre la lame et la partie terminale de la plaque est de 95 degrés. Si la lame est introduite parallèlement à l'axe du genou, et si l'on choisit correctement l'endroit du trou d'entrée au niveau du condyle fémoral latéral, la plaque suit parfaitement le profil de la surface de l'os. Le ciseau conducteur est l'instrument le plus important pour la mise en place de la plaque condylienne. Son profil en nu correspond exactement à celui de la plaque. Son ouverture se dirige vers l'articulation. Lorsque le fragment distal est assez long, la direction d'insertion du ciseau conducteur peut être déterminée grâce au viseur pour plaque condylienne. Ainsi, la lame de la plaque est automatiquement parallèle à l'articulation. Pour les fractures intra-articulaires ainsi que les fractures comminutives, seule l'interligne du genou nous reste à disposition pour l'orientation du ciseau conducteur. La réduction anatomique de ces fractures est la condition requise pour que le ciseau conducteur puisse être placé parallèlement à l'axe du genou grâce à deux broches de Kirchner directrices. Si la lame dévie par rapport à l'interligne du genou, il en résulte une déformation en varus ou en valgus au niveau de la fracture. Il est aussi important d'éviter une orientation du ciseau conducteur dans le sens d'une extension ou d'une flexion. La déformation en extension, en particulier, apparaît relativement souvent lorsque le fragment condylien est court. Seule la détermination exacte du trou d'entrée permet le contact entre la plaque et l'os. Si sa position est trop dorsale, la diaphyse fémorale doit être déplacée dorsalement. De plus, il résulte un déplacement médial du massif condylien, de même que le risque de pénétration dans la fosse intercondylienne. Préparation du trou d'entrée et vissage intercondylien. En pratique, on réduit d'abord la fracture intra-articulaire, puis on procède à une fixation provisoire à l'aide de broches de Kirchner. Pour notre exercice pratique, nous fixons l'os en plastique dans la pince de telle manière que le condyle interne repose sur la table. En premier lieu, nous marquons le trou d'entrée de la lame. Il se situe à environ 15 mm proximalement du sommet du condyle latéral et à environ 10 mm dorsalement du bord antérieur du cartilage. Si la lame est introduite exactement à cet endroit, en prolongement de la diaphyse fémorale, la partie terminale de la plaque se place alors au milieu de l'os. Pour définir l'endroit d'entrée de la lame, il existe encore une autre bonne méthode. Elle consiste à diviser le diamètre condylien sagittal le plus long en une moitié ventrale et une moitié dorsale. Le marquage du trou d'entrée s'effectue alors au milieu de la moitié ventrale et à nouveau à 15 mm du sommet du condyle. Cette méthode est très utile lorsque le fragment condylien est court. Grâce à elle, on peut éviter une déformation en extension ou en flexion. Insertion des broches de Kirchner directrices. Normalement, leur position est assurée par la perforation des tissus mous. Dans notre modèle, ces derniers sont représentés par de la mousse synthétique. La première broche rouge représente le plan horizontal du genou. Elle est tangente aux deux condyles fémoraux. La deuxième broche bleue représente la surface articulaire de la rotule. Elle est tangente aux crêtes latérales et internes les plus élevées de la rotule. Une troisième broche, jaune cette fois-ci, est fixée à la hauteur du bord distal de la fenêtre.
Avec notre modèle, un forage préalable avec une mèche de 2 mm est nécessaire. Cette troisième broche de Kirchner doit réunir les orientations définies par les deux premières. L'opérateur et son assistant contrôlent du regard le parallélisme des broches, comme démontré ici. Maintenant, nous pouvons retirer les deux premières broches. Vissage intercondylien. Dernier contrôle. Il confirme que la broche est aussi parallèle au viseur pour plaque condylienne. Maintenant, nous procédons au vissage des vis de traction intercondylienne proximalement à la fenêtre. La vis à spongieuse de traction dorsale se laisse introduire le plus facilement, juste proximalement et dorsalement, à l'insertion du ligament collatéral et du muscle poplité, marqué ici en bleu et en rouge. Pour les os tendres, il est indiqué d'utiliser des rondelles. La vis de traction ventrale s'oriente selon la surface articulaire de la rotule. Il est alors possible d'avoir deux vis convergentes. Pour mieux pouvoir contrôler le processus de forage et d'introduction du ciseau conducteur, nous retirons la mousse. Forage du trou de la vis avec la mèche de 3,2 mm. Mesure de la longueur de la vis. Taraudage seulement à travers la corticale proche. Mise en place de la vis. Forage du trou de la vis avec la mèche de 3,2 mm. Mesure de la longueur de la vis. Taraudage seulement à travers la corticale proche. Mise en place de la vis. La vis de traction ventrale tient compte de l'inclinaison de l'articulation fémoro-rotulienne, autrement dit, les vis peuvent être convergentes. Forage de la fenêtre et mise en place du ciseau conducteur. Pour ouvrir la fenêtre marquée préalablement, nous ferons 3 trous proches les uns des autres avec la mèche de 4,5 mm. Ces 3 trous sont réunis grâce à une fraise à queue. Le bord proximal de la fenêtre doit être ciselé de telle manière qu'il corresponde au coude de la plaque et permette d'éviter une fissure. Lorsque l'os est très dur, il est indiqué de forer le canal de la lame avec une mèche de 4,5 mm parallèlement à la broche de Kirchner et à travers la fracture intercondylienne afin d'éviter une dislocation dans la fracture. Sur l'os en plastique, un forage préalable est absolument nécessaire. Le forage du canal de la lame est poursuivi avec le ciseau conducteur. Pour éviter un défaut en flexion ou en extension, nous nous servons de la plaque de repère que nous plaçons parallèlement à l'axe du fémur. Grâce au marteau diapason, nous introduisons lentement et parallèlement à la broche de Kirchner le ciseau conducteur. Contrôlez la direction au fur et à mesure et dans les deux plans d'orientation. En pratique, l'assistant presse très fort sur le condyle médial. La longueur de la lame est déterminée respectivement à l'aide du cliché préopératoire ou du dessin effectué avec les gabarits. Comme ordre de grandeur, nous choisissons une lame de longueur de 15 à 20 mm inférieure à la plus grande largeur du fémur distal
qui correspond au diamètre dorsal alors que la plaque se trouve dans la petite partie ventrale. Maintenant, nous pouvons nous débarrasser du ciseau conducteur. La broche de Kirchner reste en place et nous servira de contrôle de direction lors de l'introduction de la plaque. Par sécurité, nous mesurons encore la profondeur du canal avec la jauge de longueur. Fixation de la plaque avec le porte-plaque en position exactement parallèle à la lame. Introduire la plaque à la main en contrôlant la direction à l'aide de la broche et poursuivre la manœuvre avec le marteau. Lorsque la distance entre la partie terminale de la plaque et l'os est d'environ 1 cm, le porte-plaque est retiré et la plaque est alors enfoncée jusqu'au contact à l'aide de l'impacteur. Suite de la fixation de la plaque au fragment distal avec 2 vis de spongieuse. Ce n'est que maintenant que nous procédons à la réduction entre les 2 fragments grâce au davier, alors que la plaque offre la meilleure aide de réduction. Lorsque la réduction est satisfaisante, et dans certaines circonstances, nous mettons la plaque sous tension avec le tendeur de plaque. Si une réduction ultérieure est nécessaire, le crochet du tendeur de plaque peut être retourné en vue d'une distraction ou d'une amélioration de la réduction. En dernier lieu, nous vissons la plaque à la diaphyse du fémur.